Un jour, le sous-chef fit irruption dans le réduit en brandissant une lettre et se mit à beugler. « Recommencez-moi ce torchon! Recommencez-moi cet innommable torchon qui déshonore mon service !» Dutilleul voulut protester, mais M. l'écuyer, la voix tonnante, le traita de cancrelat routinier et avant de partir, froissant la lettre qu'il avait en main, la lui jeta au visage. Dutilleul était modeste, mais fier. Demeuré seul dans son réduit, il fit un peu de température et soudain se sentit en proie à l'inspiration. Quittant son siège, il entra dans le mur qui séparait son bureau de celui du sous-chef, mais il y entra avec prudence, de telle sorte que sa tête seule émergea de l'autre côté. Monsieur l'écuyer, assis à sa table de travail, d'une plume encore nerveuse, déplaçait une virgule dans le texte d'un employé soumis à son approbation, lorsqu'il entendit tousser dans son bureau. Levant les yeux, il découvrit avec un effarement indicible la tête de Dutilleul, collée au mur à la façon d'un trophée de chasse. Et cette tête était vivante. À travers le lorgnon à chaînettes, elle dardait sur lui un regard de haine. Bien mieux, la tête se mit à parler. « Monsieur, dit-elle, vous êtes un voyou, un butor et un galopin. » Béant d'horreur, monsieur l'écuyer ne pouvait détacher ses yeux de cette apparition. Enfin, s'arrachant à son fauteuil, il bondit dans le couloir et courut jusqu'au réduit. Dutilleul, le porte-plume à la main, était installé à sa place habituelle, dans une attitude paisible et laborieuse. Le sous-chef le regarda longuement, et après avoir balbutié quelques paroles, regagna son bureau. À peine venait-il de s'asseoir que la tête réapparaissait sur la muraille. « Monsieur, vous êtes un voyou, un butor et un galopin. » Au cours de cette seule journée, la tête redoutée apparut 23 fois sur le mur, et les jours suivants à la même cadence. Dutilleul, qui avait acquis une certaine aisance à ce jeu, ne se contentait plus d'invectiver contre le sous-chef. Il proférait des menaces obscures, s'écriant par exemple d'une voix sépulcrale, ponctuée de rires vraiment démoniaques, « Garou, garou! Un poil de loup! Ah, ah! Il rôde un frisson à décorder tous les hiboux! Ah, ah! » Ce qu'entendant, le pauvre sous-chef devenait un peu plus pâle, un peu plus suffocant, et ses cheveux se dressaient bien droit sur sa tête, et il lui coulait dans le dos d'horribles sueurs d'agonie. Le premier jour, il maigrit d'1 livre. Dans la semaine qui suivit, outre qu'il se mit à fondre presque à vue d'œil, il prit l'habitude de manger le potage avec sa fourchette et de saluer militairement les gardiens de la paix. Au début de la 2e semaine, une ambulance vint le prendre à son domicile et l'emmena dans une maison de santé. Dutilleul, délivré de la tyrannie de monsieur l'écuyer, put revenir à ses chères formules, me reportant à votre honoré du 30e courant. Mais pourtant, il était insatisfait. Quelque chose en lui réclamait un besoin nouveau, impérieux, qui n'était rien de moins que le besoin de passer à travers les murs. Sans doute le pouvait-il faire aisément, par exemple chez lui, et du reste il n'y manqua pas. Mais l'homme qui possède des dons brillants ne peut se satisfaire longtemps de les exercer sur un objet médiocre. Passer à travers les murs ne saurait d'ailleurs constituer une fin en soi. C'est le départ d'une aventure, qui appelle une suite, un développement, et en somme, une rétribution. Dutilleul le comprit très bien. Il sentait en lui un besoin d'expansion, un désir croissant de s'accomplir et de se surpasser, et une certaine nostalgie qui était quelque chose comme l'appel de derrière le mur. Malheureusement, il lui manquait un but. Il chercha son inspiration dans la lecture du journal, particulièrement au chapitre de la politique et du sport, qui lui semblaient être des activités honorables, mais s'étant finalement rendu compte qu'elle n'offrait aucun débouché aux personnes qui passent à travers les murs, il se rabattit sur le fait divers, qui se révéla des plus suggestifs. Le premier cambriolage auquel se livra Dutilleul eut lieu dans un grand établissement de crédit de la rive droite. Ayant traversé une 12aine de murs et de cloisons, il pénétra dans divers coffres-forts, emplit ses poches de billets de banque, et avant de se retirer, signa son larcin à la craie rouge du pseudonyme de Garou Garou, avec un fort joli paraphe qui fut reproduit le lendemain par tous les journaux. Au bout d'1 semaine, ce nom de Garou Garou connut une extraordinaire célébrité. La sympathie du public allait sans réserve à ce prestigieux cambrioleur qui narguait si joliment la police. Il se signalait chaque nuit par un nouvel exploit, accompli soit au détriment d'une banque, soit à celui d'une bijouterie ou d'un riche particulier. À Paris comme en province, il n'y avait point de femme un peu rêveuse qui n'eût le fervent désir d'appartenir corps et âme au terrible Garou Garou. Après le vol du fameux diamant de Burdigala et le cambriolage du crédit municipal, qui ont lieu la même semaine, l'enthousiasme de la foule atteignit au délire. Le ministre de l'Intérieur dut démissionner, entraînant dans sa chute le ministre de l'Enregistrement.
Cependant, du Tilleul, devenu l'un des hommes les plus riches... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.